Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session, cette nouvelle expérience à part au Zoom de la SFPO. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Bien sûr, tout le monde arrive un peu au fur et à mesure avec cette expérience Zoom, mais bienvenue à tous pour cette soirée donc, qui est dédiée aux perspectives et en régénération et en reconstruction parodontale. Donc avant de passer aux conférences, je voulais faire une rapide introduction et du coup vous, comment dire, vous montrer une preuve réelle de la santé intellectuelle et du dynamisme scientifique de notre discipline, puisque j'ai rassemblé, là j'ai regardé hier soir rapidement, le nombre on va dire d'études cliniques randomisées, de méta-analyses qui ont été réalisées sur PubMed, enfin qui sont enregistrées sur PubMed, sur on va dire quatre sujets différents, les parodontites, les implants dentaires, la régénération parodontale et les greffes gingivales. Et ça nous paraissait donc intéressant de passer une soirée sur les perspectives en régénération paro et en construction, puisque c'est vraiment une discipline qui est depuis déjà 10 ans euh, dans un vrai dynamisme scientifique. Et c'est toujours agréable de voir qu'on a quand même presque 460 études sur le traitement des parodontites, à peu près 65 sur la régénération. Mais voilà, je voulais quand même présenter ça. Et c'est vrai que tout ça, tout ce cadre scientifique nous a permis, au fur et à mesure, de proposer à nos patients des protocoles qui sont sûrs pour traiter les parodontites, qui nous permettent de traiter et d'améliorer le contexte tissulaire autour des implants, autour des dents, pardon, autour des dents qui sont souvent mises à mal par des lésions parodontales qui sont parfois très impressionnantes, des problèmes de déficit tissulaire, donc le traitement, on passe à des traitements qu'on peut traiter maintenant assez rapidement, assez facilement, enfin assez facilement, non pas facilement, mais de manière assez prévisible avec des techniques de greffe gingivale. On n'obtient pas toujours 100%, mais on obtient toujours un renfort gingival. Et bien sûr, le joker, les implants, on arrive maintenant aussi à avoir des protocoles qui sont reproductibles et qui sont plus sûrs sur la reconstruction osseuse. Donc, du coup, l'adage ou l'idée qu'on avait initialement assez fréquemment sur vite extraire une dent pour préserver le volume osseux a un peu moins de réalité clinique actuellement en 2021 qu'il y a 20 ans. Donc ce soir, sur ces perspectives, nous aurons la chance d'avoir le docteur Mathieu Rimbert de Toulouse, qui est un ancien assistant hospitalo-universitaire et en parodontologie, et qui va nous donner la primeur, si vous voulez, d'un article qu'il est en train de publier avec le docteur Ronan Barré sur les perspectives de recouvrement des secteurs mandibulaires, donc une nouvelle technique. Donc on aura la joie d'écouter ses propos et d'avoir la primeur avant de pouvoir voir son travail sur PubMed. Nous serons suivis par le docteur Guillaume Campard qui nous fera un point sur les lésions d'Oparo avec un titre Échec programmé ou succès sous-estimé. Guillaume Campard de Nantes, qui est également un ancien assistant hospitalier universitaire, qui est attaché hospitalier, dont j'avais eu la chance de connaître quand j'étais interne et étudiant à la faculté de Nantes, et qui est et président de la SFPO Val-de-Loire. Donc, on est très content d'avoir un Nantais ce soir avec nous. Moi-même, sur le thème des dents Hopeless Stiff, Yes We Can, on va voir ce qu'on peut faire actuellement avec ces dents dites sans espoir. Et nous finirons avec le docteur Michel Bravard, qui est également son assistant, son attaché, qui est également l'ancien président de la SFPO Rhône-Alpes, sur justement un détail, un point précis sur une optimisation esthétique du traitement des lésions infraosseuses complexes. Et Michel Bravard et Kivimi Agossa sont en train également de publier un regroupement de cas sur des techniques de greffe conjonctive associées à des protocoles de régénération parodontale. Et donc, du coup, nous aurons la chance de voir ces travaux également avant même qu'ils soient publiés. Je voudrais également vous rappeler le prochain congrès de la SFPO à Paris, donc le 5 juin 2021, avec Martina Stefanini. Donc voilà, à Paris, donc le 5 juin, sur le sujet, je suis en train de me
perdre, sur un sujet, donc c'est Soft Tissue Management et un rountif et un plan. Et bien sûr, le congrès 2022, le congrès de Saint-Malo qui a été déplacé donc, de 2020 à 2022, donc il aura lieu le 24 et le 26 mars 2022. Je vous rappelle également, bon, ça c'est un événement lyonnais mais également national, le congrès de la SFODF qui a donc 100 ans cette année, mais qui peut également intéresser les paléontologues et notre discipline, puisque en pré-congrès et lors du congrès est invité Anton Sculian pour une journée de formation en pré-congrès. Et donc, nous aurons la chance de l'écouter également et d'avoir son expertise pour le traitement de patients présentant des lésions parodontales, mais associées à l'orthodontie. Donc, je vais laisser la parole avant de laisser les conférenciers présenter leur travail, leur conférence, à Mehdi Aslassen, qui est responsable scientifique chez Colgate et qui nous donne la chance d'avoir un point précis sur une nouveauté. Donc, je vais vous laisser la parole à Mehdi et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dans quelques instants. Voilà. Partager l'écran. Merci beaucoup, Dr Feuillet. Je vais partager mon écran. Hop. Je tenais aussi à remercier chaleureusement la SFPIO de nous permettre de prendre la parole durant quelques minutes. Et je voulais vous parler très rapidement de la prise en charge de vos patients qui ont une maladie parodontale. Pour vos patients, une enquête nous a montré que ces patients qui souffrent de parodontite souhaitent être reconnus comme des malades à part entière et à ce titre pouvoir bénéficier d'un dentifrice spécifique et qu'ils puissent aussi clairement identifier. Pour vous, dans ces situations-là, l'objectif est d'assurer la maintenance quotidienne contre la parodontite avec un antibactérien à haute concentration qui n'induise pas pour autant de perturbation du microbiome buccal. On a mené justement une étude auprès de plus de 1000 patients avec notre nouveau dentifrice Meridol Parodonte Expert qui a montré que ce dentifrice, après une semaine, voire moins d'utilisation, permettait d'améliorer les symptômes considérés comme les plus gênants chez ces patients. Et cette amélioration du ressenti chez les patients est intimement liée à la formule de ce dentifrice Meridol Parodonte Expert. Si on détaille un peu plus en détail cette formule, on a des ions éteints à forte concentration qui ont une forte action antibactérienne et qui sont associés à du fluorure d'aminolafluor, qui a deux propriétés. Premièrement, la capacité à stabiliser ces ions éteints, donc à permettre leur efficacité, et surtout une capacité, de par la propriété tensioactive intrinsèque du fluorure d'amine, à véhiculer ces ions éteints directement au niveau du sillon gingival pour qu'ils puissent exercer leur effet. Dans cette formule, il y a également du capryliglycol et du phénylpropanol qui agissent comme amplificateurs d'efficacité, le capryliglycol ayant également un effet émollient et le phénylpropanol un effet décongestionnant, donc qui vont encore renforcer l'efficacité de cette formule. Et cette formule, elle a aussi une objectivation clinique, puisque après 3 mois d'utilisation du dentifrice Meridol Parodonte Expert, on arrive à réduire de moitié la plaque dentaire. Si on prend un peu plus de champ sur le gradient thérapeutique de la maladie parodontale, la gamme Meridol vous permet de proposer à vos patients un accompagnement, que ce soit en prévention primaire, chez les patients qui ont des facteurs de risque, au cours de gingivite débutante, mais aussi en accompagnement de parodontite avancée durant la phase de maintenance avec le dentifrice Meridol Parodonte Expert. Si on prend maintenant toute la gamme Meridol, si on prend Meridol, le dentifrice classique et le bain de bouche Meridol, ils ont comme dénominateur commun du fluorure d'amine et du fluorure d'étain, et les deux formes galéniques associées vont potentialiser l'effet antibactérien, donc une action en synergie. Donc ça, s'agissant du contrôle chimique. Mais évidemment, le contrôle mécanique est aussi primordial, et la brosse à dents que vous voyez à droite de l'écran, c'est la brosse à dents Meridol Parodonte Expert, qui bénéficie d'une technologie unique, puisque les brins coniques se subdivisent en 3 à leur extrémité, ce qui permet à la fois un nettoyage plus profond au niveau du sulcus, tout en exerçant moins de pression sur les gencives, donc en minimisant totalement le risque iatrogène. Donc vraiment une gamme très complète qui a été conçue pour vous aider, pour vous proposer des solutions
pour chacun de vos patients, quelle que soit l'avancée de sa maladie parodontale. Et puis, je vais en terminer sur un webinaire qu'on a organisé avec la SFPIO très récemment sur parodontite et maladies cardiovasculaires, vraiment un champ très riche qui investigue les liens entre santé générale et santé parodontale. Et ce webinaire qui a eu lieu tout début avril, vous pouvez le voir et le revoir sans modération sur notre plateforme Colgate Talks/webinar. Donc, n'hésitez pas surtout à revisionner ce webinaire. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite à nouveau une excellente session. Je remercie à nouveau la SFPIO et puis les organisateurs de ce soir et le Dr Feuille. Merci beaucoup et très bonne session à vous. Alors, avant que Mathieu, le Dr Imbert, puisse prendre la suite, je voulais juste préciser quelque chose que je n'ai pas dit dans l'introduction. Les questions, donc c'est questions-réponses, et donc, posez des questions sur QR, hein, on y répondra par la suite. Et donc privilégiez plutôt Q et R, ce sera beaucoup plus facile pour nous pour noter les questions et y répondre par la suite. On y répondra à la fin. On va déjà voir les 4 présentations et ensuite on les verra à la fin. Donc merci encore à Colgate et à Mehdi de sa rapide présentation. Et je vais donc laisser la parole au docteur Mathieu Rimbert. Et donc, à très vite. Mathieu, c'est à toi. Merci Damien. Alors, on est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravi d'être parmi vous ce soir. Et je tenais à remercier donc la SFPIO pour l'organisation de ce webinaire et particulièrement le docteur Damien Feuillet qui m'a convié à faire partie de cette merveilleuse équipe. Et ce soir, effectivement, j'ai la chance de vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est le recouvrement des récessions dans le secteur antérieur mandibulaire. Alors, c'est un secteur qui est passionnant et à la fois qui représente un énorme challenge. Un énorme challenge, pourquoi? Eh bien, je viens tout juste de modifier mon diaporama, puisque ce matin, je pense que j'ai eu la patiente qui ait résumé le mieux cette zone, c'est-à-dire un vestibule court avec la présence d'une récession, d'un frein hypertonique qui va tracter la récession et qui va tracter la papille. À l'exception pour cette patiente, on peut avoir des parodontes encore plus fins que le sien. Et donc, on va essayer de répondre ensemble ce soir à cette problématique et qui pose un véritable challenge à tous les praticiens qui aiment faire de la muco. Alors, quand on pense greffe gingivale dans le secteur antérieur mandibulaire, nos premières pensées vont directement vers la greffe gingivale libre. La greffe gingivale libre est une merveilleuse technique puisqu'elle va permettre d'apporter énormément de tissu kératinisé. Elle va permettre de stopper la récession, de repousser le frein et également d'agrandir le vestibule. C'est vrai qu'elle répond à beaucoup de critères. Maintenant, il y a un des critères qui ne répond pas trop aux données et aux exigences plutôt, on va dire, actuelles du patient, c'est l'aspect esthétique de la greffe. Et très honnêtement et très sincèrement, c'est tous les jours que mes patients me demandent, mes docteurs, est-ce que ça va se voir, même dans le secteur antérieur mandibulaire? Alors, pour essayer de répondre à ceci, eh bien, on n'est pas les seuls à se poser la question. Hein. Harris, en 2005, déjà, comparait 3 techniques de recouvrement radiculaire au niveau des incisives mandibulaires pour voir s'il y avait un meilleur résultat avec une technique ou une autre. Parmi les bons résultats, on tient à noter la réalisation d'un tunnel qui fait partie des bons résultats. Et donc, je vais vous présenter Aurore. Oui, c'est Aurore, pardon. Aurore qui consulte, qui m'est adressée parce qu'elle a des récessions, elle a un parodonte fin, elle présente un frein, bon, il est un peu timide là sur cette photo, mais il y a quand même le frein qui est présent et un vestibule court. Alors la question est, comment on va traiter cette zone? Donc, si on regarde d'un petit peu plus près, et grâce aux éléments que nous a fournis Zoukeli en 2010,
on va pouvoir déterminer, prédire, entre guillemets, le pourcentage de recouvrement. Donc, pour ceci, on mesure, on reporte et on s'aperçoit que pour cette patiente, le pronostic de recouvrement est plutôt bon. Et donc, du coup, avec tout ceci, je décide de réaliser un tunnel. Pourquoi un tunnel? Eh bien, justement, Martina Stefanini nous donne un élément de réponse dans un article récent paru en 2018, et on s'aperçoit au niveau du nœud de bis que lorsqu'il y a une perte de tissu mou interdentaire, le tunnel modifié est particulièrement indiqué. C'est ce qui est entouré en rouge, c'est le MCAT. Donc, je décide de réaliser un tunnel modifié. Ce tunnel modifié est, et j'insiste, ça va être extrêmement important pour la suite, vous allez le comprendre tout à l'heure, obligatoirement après une incision intracirculaire, de le faire en pleine épaisseur. En pleine épaisseur, ça va permettre de désinsérer au niveau osseux le frein. Puis, on va prendre un greffon épithélioconjonctif qu'on va désépithélialiser sur table et le placer dans le tunnel. On va réaliser des points pour fixer le greffon de part et d'autre. Alors ici, c'est du 7,0 monofilament. Et pour les double crossed, c'est du 6,0 en PTFE. J'aime beaucoup ces points parce que vous voyez, à 15 jours, eh bien, il y a une bonne réponse tissulaire et on a plutôt un aspect très favorable sur la cicatrisation future. Et cette patiente, eh bien, je la revois quelques temps plus tard, 1 an plus tard. Au bout d'1 an, on s'aperçoit que le travail est fait, ça a bien cicatrisé. On a un apport de tissu kératinisé, le greffon ne se voit pas, on n'a plus de frein, on a un vestibule qui est augmenté. Alors si on zoome un petit peu, eh bien là je me rends compte que dès demain je vais lui conseiller le Meridol Parodonte Expert, puisque on fait tout ce travail, on se donne du mal, et tout ça pour avoir du tartre au bout d'1 an, c'est vrai que c'est assez rageant. Ceci dit, ça a plutôt bien cicatrisé et on se retrouve vraiment avec un vestibule beaucoup plus profond que précédemment, l'apport de tissu kératinisé. En vue occlusale, vous pouvez voir vraiment ces 2 éléments modifiés grâce à cette technique. Alors cette technique, on ne l'a pas trop détaillée, mais grâce à cette deuxième patiente, on va pouvoir voir un petit peu les différentes étapes. Même si cette récession est assez faible, elle consulte pour 2 choses. Quand elle bouche la lèvre, quand elle mange, ça tire au niveau du frein sur la récession et en plus, ça lui provoque des douleurs de type chaud-froid au niveau de cette récession. On décide donc de réaliser de la même façon que tout à l'heure un tunnel avec un greffon épithélio-conjonctif désépithélialisé sur table, suturé de la même façon. Donc, vous voyez ici le 7,0 en monofilament pour fixer le greffon, qui est très fin, et le 6,0 en PTFE pour les double crossed. À la fin, je mobilise la lèvre de la patiente pour voir quel effet a le frein sur le lambeau. Et on comprend très facilement avec cette photo qu'il n'y aura pas de bonne cicatrisation si on laisse les choses en l'état. Du coup, je réalise une incision au milieu de ce frein et on se retrouve dans cette situation. Cette incision, elle est à distance du tunnel créé, donc le greffon n'est pas impacté par cette incision. On a désinséré le frein au niveau coronaire par la pleine épaisseur. Et maintenant, on va sectionner les fibres de ce frein et réaliser ce qu'on appelle une frénuloplastie. Cette incision horizontale va être suturée de manière verticale, de cette façon. Alors là, je privilégie plutôt du 6,0 en monofilament, voire du 5,0 parce qu'il faut quand même un fil qui ait une bonne traction, mais pas trop parce que les berges qu'on va suturer vont être relativement faibles mécaniquement, il ne faudrait pas que ça se déchire. Il est assez fréquent d'avoir en fin d'intervention un petit espace comme ceci, étant donné que d'une incision horizontale, on la suture en verticale. C'est ce que l'on nomme la frénuloplastie.
Et on peut voir qu'à 15 jours, le résultat est plutôt satisfaisant. Ne vous inquiétez pas, l'artère coronaire, l'artère labiale inférieure est assez loin en fait, de cette incision. Et donc, on peut être tranquille au niveau risque anatomique. Avec cette autre patiente, on va comprendre un petit peu plus cette technique, car je vais vous montrer une vidéo qui va résumer la fin de l'intervention. Donc la mobilisation de la lèvre, on voit l'effet qu'a la traction de la lèvre sur le greffon, et je réalise donc cette incision horizontale à mi-chemin, en fait, au niveau du frein. Cette incision est augmentée de part et d'autre de la récession et du frein, j'ai envie de dire, au moins une dent de chaque côté. On peut aller un peu plus en profondeur afin de désinsérer et de couper d'autres fibres du frein. Donc ça, c'est la première incision. Ensuite, il va y avoir une autre incision qui va permettre de séparer les plans musculaires et possiers afin de donner un peu plus de laxité et de pouvoir suturer dans de meilleures conditions. Une fois cette étape créée, il ne reste plus qu'à suturer de manière verticale. Donc, comme je vous l'ai dit, avec de préférence un fil 6 ou 5-0, de manière à avoir suffisamment de force pour venir rapprocher les berges. On suture. Alors, c'est assez tendu au niveau des sutures, donc c'est pour ça. Et vous voyez, en fin d'intervention, voilà, il reste toujours une petite partie cruentée qui peut être sensible. On prévient toujours la patiente que cet endroit va être un petit peu plus sensible, mais dès la chirurgie, le vestibule est augmenté. Et ça, c'est la photo post-op de la patiente que vous venez de voir. Et à 15 jours, les résultats, avec le vestibule augmenté, la récession recouverte et la gencive bien épaissie. Maintenant, je vais vous montrer quelques cas avec un peu plus de recul que 15 jours. Donc, cette patiente, il y a 1 an de recul entre les deux photos. La même technique a été utilisée et elle aussi n'a pas le Meridol Parodonte Expert. Pour Annick, qui est une patiente qui m'a été adressée puisqu'elle avait une mobilité de type 3 sur sa 41. Alors, pas du tout de poche parodontale, beaucoup de tartre, pas de poche, mais une belle récession, et puis une dent un petit peu montée, due à l'inflammation. Je réalise des attelles en huile de part et d'autre de cette dent pour la stabiliser, et la même technique que vous reconnaissez. Du coup, à 1 an post-opératoire, vous voyez là le recouvrement qui est au maximum de la limite de recouvrement qui était calculée par la méthode de Zucchelli, et l'apport de tissu kératinisé, mais aussi le vestibule qui est largement augmenté. Et enfin, je vais terminer avec ce dernier cas. Ce dernier cas, il me tient vraiment à cœur parce que c'est le tout premier. C'est Laetitia. Laetitia, c'est la toute première qui m'a donné l'idée de faire cette intervention pour une récession, voilà, qui est une petite récession, c'est une récession de type 1. En fin d'intervention, je trouvais que j'avais beaucoup remonté la gencive et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de tension. Et donc, j'ai décidé de faire une frénuloplastie lors de cette intervention. D'ailleurs, je m'excuse pour la photo opératoire, mais il y a quelques années, j'étais moins fort en photo. J'ai encore des progrès à faire, mais là, elle n'est pas très, très jolie, mais c'était pour vous montrer que déjà, j'avais réalisé cette intervention. Et en fait, Laetitia, on la revoit 5 ans après, et 5 ans après, on voit que les tissus sont stables, le greffon est parfaitement intégré, parfaitement vascularisé, c'est même bien gonflé, et le vestibule est beaucoup moins court. Et si aussi ça nous tient à cœur, c'est parce qu'avec mon ami le docteur Ronan Barré, sur ce cas clinique, on a écrit un case report qui vient tout juste d'être accepté pour une publication dans le Clinical Advances in Periodontics. Et donc, nous sommes très fiers de vous en parler ce soir
et de partager tout ceci avec vous. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je suis très attentif à vos questions et serai heureux d'y répondre. Et je vais laisser la parole à mes collègues qui vont briller par leur présentation. Eh bien, merci Mathieu. Alors, merci Mathieu. Du coup, merci pour ton très clair exposé, très intéressant. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, on va plutôt poser des questions, répondre aux questions après les 4 interventions. Donc, je vais laisser la parole au docteur Guillaume Campard pour la suite sur les lésions endoparo. Donc, Guillaume, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Damien. Je partage l'écran. Vous me dites si tout va bien. Je vais mettre en plein écran. Voilà, je pense que normalement, vous avez bien l'écran. C'est bon? Je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas, ça c'est pas bon. Là, tu m'entends? J'ai bien déverrouillé le micro. Allô? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Moi je vous entends. C'est bon, allez, c'est parti. Bien, eh bien, merci Damien. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir également. Sans transition, on a un programme rythmé ce soir. Je vais directement aller dans le vif du sujet. Alors, j'ai choisi de vous parler un petit peu des lésions endoparo parce que je trouve qu'on voit beaucoup de renoncements en parodontie et je pense que je vais passer le témoin après à Damien Feuillet qui va nous en dire un petit peu plus aussi sur les dents jugées sans espoir. Et les lésions endoparo, si vous regardez, vous avez très peu de communication, trop peu en tout cas. Et c'est fort dommage parce que je pense qu'en tant que parodontiste, on peut aujourd'hui apporter des solutions à des patients et là aussi réfléchir aux alternatives qui se présentent à nous quand on ne propose pas ce type d'intervention. Alors, je pars d'un constat qui a été refait au moment de la nouvelle classification des maladies parodontales, où vous êtes tous maintenant familiers des changements avec les stades, les grades, et il y a une section sur les lésions endoparo qui est là aussi souvent complètement oubliée. Je ne vais pas vous assommer d'écrits, mais je vous en dis juste un petit mot. Vous avez un chapitre, ça vous évitera de le lire, qui vous redit un petit peu l'essentiel à savoir et sur la définition, ce que c'est ce qu'on appelle une lésion endoparo, mais aussi d'une classification pour commencer à identifier les problèmes que vous pouvez rencontrer et donc éviter là aussi les échecs programmés. Bon, une lésion endoparo, ça implique la pulpe parodonte jusqu'alors, j'espère ne pas trop vous perdre, avec des formes bien sûr aiguës ou chroniques. Des formes d'abcès un peu plus aiguës, soudaines, peuvent avoir le plus souvent une étiologie dentaire. Les nôtres sont le plus souvent, nous dit la publication, et c'est vrai, plus silencieuses, d'évolution plus lente, le plus souvent associées à des contextes de parodontite, mais pas systématiquement, et je vais vous montrer des cas qui permettent de distinguer ça. Bon, une microbiologie bien sûr assez identique à ce qu'on trouve dans les maladies parodontales inflammatoires et les problèmes endo. L'examen clinique, des poches parodontales, bien entendu, ça c'est certain, vous avez toujours une lésion qui se détecte cliniquement. Alors, la réponse à la vitalité pulpaire, ça c'est beaucoup plus incertain et ça va nous poser un vrai problème clinique parce que faut-il systématiquement, c'est ce qui revient en général assez souvent, dépulper une dent avec une lésion endoparo? Il n'y a pas de réponse absolue. J'aurais plutôt tendance à dire certainement pas, mais parfois il faut. Alors, on va essayer, pour éviter de donner une réponse de Normand, de détailler un petit peu tout ça dans le petit quart d'heure qu'on a. Bon, bien sûr, des caractéristiques classiques, les résorptions osseuses, c'est le corollaire de l'inflammation sur place et de la dégradation parodontale. Les douleurs, plus ou moins présentes, la purulence, qui traduit une forme aiguë, mais qui n'est pas forcément grave. Il ne faut pas s'affoler de voir une purulence, ce n'est pas parce que ça purule que c'est nécessairement perdu. Mobilité, fistule, dyschromie, bien entendu. Alors, je vous ai résumé ça par un petit schéma pour savoir si l'étiologie est endo ou paro, ce n'est pas toujours facile. Et il faut pourtant bien se poser la question parce que pour nous et pour ce qui concerne la paro, c'est ce qui va nous permettre de mettre déjà quelques limites dans ce qu'on va pouvoir traiter. D'abord, essayer de vérifier l'intégrité radiculaire, c'est très important. Donc, examen clinique, examen radio, une rétroalvéolaire, voire pourquoi pas évidemment un cone beam.
très important, puisque si vous perdez l'intégrité radiculaire déjà, en termes de pronostic, ça va descendre beaucoup plus. Et là, on passera aussi la main à nos collègues endo pour voir ce qu'ils peuvent faire de ce point de vue-là. Donc, les résorptions externes, les fractures radiculaires, là aussi, ça dépend de l'ampleur, de l'emplacement, mais ce n'est pas toujours très bon. Les perforations, pas évident non plus. Alors, un cas, voilà, vous avez d'emblée un échec programmé, ce n'est pas la peine d'aller commencer à essayer de traiter des lésions, vous voyez, endoparo, quand les dents sont fracturées comme ceci, puisque là, si vous faites un beau lambeau et vous mettez vos meilleures techniques régénératives pour essayer d'obtenir un résultat, avec des dents de cette qualité-là, vous n'y arriverez pas. Alors, si vous pensez que l'intégrité radiculaire est préservée, alors, il faut distinguer, nous dit cette nouvelle classification, les lésions endoparo avec parodontite ou sans parodontite. Et dans tous les cas, après, d'un point de vue clinique, vous allez avoir différents grades, 1, 2 et 3. Évidemment, plus le grade augmente, plus ça va être compliqué, puisque plus la dégradation va être importante. Un grade 1, une seule face dentaire. Un grade 2, une poche plus large, avec toujours une seule face dentaire, mais vous savez que quand la lésion intra-osseuse est plus large, l'espace à combler est plus grand, donc plus complexe d'obtenir une régénération dans ces conditions-là. Et un grade 3, c'est souvent celle qu'on a d'ailleurs, parce qu'on les voit malheureusement trop tardivement, ces lésions-là. Elles impliquent plusieurs faces dentaires, ce qui, là aussi, peut limiter le potentiel régénératif. Alors, je ne vais pas, là encore, en quelques minutes, tout détailler. C'est vraiment voilà, le cas classique. Vous voyez une lésion, alors qui va être une lésion endoparo, de grade 3. La dent est encore vivante, mais elle est en pulpite chronique, en l'occurrence ici. Vous voyez que l'apex commence à s'élargir avec une lésion communicante, une radioclarté, un bel élargissement ligamentaire à la base de la lésion. Bon, évidemment, au niveau clinique, on ne s'attend pas à quelque chose de fantastique avec nécessairement des sondages profonds. Alors, là, en quelques mots, c'est des accès assez classiques. L'embout de pleine épaisseur, vous avez un beau tissu de granulation qui siège nécessairement le long de la lésion intra-osseuse. Là, je vous ai retiré la lésion, tout le tissu de granulation. Vous voyez l'état de surface de la racine. Donc là, de toute manière, vu la sévérité de cette lésion et l'aspect de la racine, il faut absolument faire un débridement radiculaire impeccable. Il faut que ce soit lisse et propre, bien dégranulé. Prenez des aides optiques pour ce type de lésion. Comblement, bien entendu. On ne va pas non plus détailler démesurément les protocoles. Plusieurs possibilités existent et sont décrites dans la littérature. Repositionnement, bien sûr, cicatrisation de première intention. Et des dents comme ça, eh bien, on peut les rattraper. Alors bien sûr, là, vous retrouvez un peu la patte américaine qui est la mienne. Vous allez avoir un peu de récession sur ce type de lésion, parce que j'ai tendance à privilégier, surtout dans des secteurs non esthétiques comme ceux-ci, l'éradication des poches. Donc, on va avoir nécessairement une perte de volume gingival pour toute la fraction supraosseuse de la lésion. En revanche, quand vous regardez la situation clinique sur la droite avec les sondages, la mobilité qui est complètement revenue, la pulpite qui a passé, en l'occurrence, on a toujours un peu d'hypersensibilité, mais on peut largement aussi l'associer aux dénudations radiculaires sur un parodonte réduit. Et vous voyez qu'on a une situation radiographique qui est tout à fait convenable. Vous retrouvez un élargissement ligamentaire qui est toujours présent, bien que pas trop de mobilité, mais une stabilité réelle, un confort pour la patiente, et puis une situation clinique au sondage qui est parfaitement stable. On est à 2 ans sur ce cas-là. On va voir que ce genre de dents, une fois qu'on est sur ces conditions parodontales assez basiques mais favorables, avec un contrôle de plaque convenable, eh bien, on peut compter les années à la suite. Alors, deuxième cas, eh bien, le cas assez classique, certains d'entre vous le reconnaîtraient peut-être, pas de parodontite chez cette patiente, et pour autant, une lésion, vous voyez, intra-osseuse assez sévère en linguale d'une incisive. La dent reste vivante, vous voyez que la lésion atteint, on est à rien de l'apex, et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement chez les patients porteurs de piercing au niveau de la langue. Vous avez eu un obus qui est venu perforer et martyriser le parodonte. L'infection a gagné par là-dessus, et vous voyez avec le petit lambeau, une lésion intra-osseuse avec une très belle tape vestibulaire qui permet d'avoir une mobilité qui reste très raisonnable par rapport à l'étendue de la lésion en linguale, et une lésion intra-osseuse qui implique plusieurs faces de la dent. Et cette dent, le plus souvent, est prévue à l'extraction, parce que le praticien
peuvent, et je peux le comprendre, considérer que vu l'ampleur de la perte osseuse en lingual, c'est perdu. Bon, on fait le même protocole, je peux vous redétailler le principe avec les habitudes de chacun. Vous voyez, là, c'est une patiente que j'ai revue. On est en post-op, vous avez encore les matériaux qui se voient un petit peu plus, une densité qui n'est pas encore parfaite. Et vous voyez que 5 ans plus tard, la dent est toujours stable, la vitalité de la dent est préservée. On a une image ligamentaire qui est raisonnable à la radiographie, une dent fonctionnelle. Esthétiquement, on n'a absolument rien perdu puisque la face vestibulaire était préservée depuis le début. Ce serait vraiment dommage d'aller extraire une dent comme ça. Vous voyez qu'on arrive là aussi à rendre un vrai service, je pense, à la patiente. Alors, voilà une autre dent, un cas encore d'une canine, vous voyez, mandibulaire. Et là, la vitalité est négative au test. Bon, la lésion est très sévère et le praticien envisage l'extraction de la dent. Si on extrait une dent comme ça, vous voyez ce que vous avez comme perte osseuse. Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est ça la question. Vous avez une incisive qui n'est pas brillante en termes de support parodontal en mésial et une prémolaire, là, on ne la voit pas très bien, mais qui est sur un parodonte aussi réduit. On est dans un contexte de parodontite. Mettre en place un implant dans ce genre de situation, vous n'avez plus d'os, vous extrayez la dent, vous en perdez encore plus. Vous allez avoir une plateforme implantaire qui va être complètement enfouie dans un terrain de parodontite avec une forte susceptibilité à la maladie. On se lance dans des choses qui sont beaucoup moins bien maîtrisées. Alors, la dent a été traitée, même protocole. On a une récession, je vous l'accorde. Un triangle noir, c'est certain. Là, vous avez la radiographie à 9 mois. Et c'est dans un patient que je revois, là, vous voyez, à 6 ans. On a une dent, bien sûr, qui a été dépulpée en amont du traitement. Assainissement non chirurgical, lambeau et cicatrisation de long terme, maintenance. Vous voyez qu'ici, on maintient une dent en fonction, parfaite mobilité, de sondages normaux. Et si vous regardez, ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution du parodonte profond, et notamment au voisinage du périapex. Vous voyez qu'on a sur les 3-4 derniers millimètres en mésial un ligament et une trame osseuse qui est absolument impeccable. Et on retrouve encore un peu, bien sûr, d'images de biomatériaux sur la partie la plus coronaire, qui est probablement une matrice ostéoïde avec beaucoup de granules. Mais peu importe à la rigueur. Ce qui m'intéresse de voir dans cette situation-là, c'est que vous avez retrouvé vraiment un os, un ligament, une anatomie impeccable sur la partie apicale qui est largement compatible avec une bonne stabilité parodontale. Et puis, alors un autre cas aussi, ça c'est pour d'autres dogmes, on dit, ben voilà, lésion endoparo sur, là c'est la 36 qu'on regarde, parodontite agressive. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? On extrait la dent. Et quoi derrière? Vous avez une patiente qui a 31 ans, il y a un os qui est largement abîmé, une lésion de furcation profonde, vous voyez, qui atteint quasiment l'extrémité de la racine distale, une furcation de classe 2, bien sûr des sondages qui sont en conséquence par rapport à la situation clinique. Mobilité qui est nécessairement plus raisonnable parce que vous avez une racine mésiale qui tient bien la route. Alors là, faut prendre à plein, à mon avis, le potentiel de cicatrisation du patient. Pareil, je ne vous redétaille pas en un quart d'heure tout le protocole opératoire, mais c'est du même acabit que ce que vous avez vu préalablement. Et vous voyez que sur une parodontite agressive où c'est un peu le tout ou rien, eh bien, quand on a de bonnes cicatrisations, elles sont excellentes. Et cette patiente-là, 6 ans plus tard, à qui on avait promis de perdre des molaires et de mettre des implants qui seraient probablement incertains dans ce genre de contexte, eh bien, elle est ravie de garder ses propres dents. Là encore, on a gardé la vitalité, il n'y a pas de pulpite chronique et ça se passe bien. Pour terminer sur le traitement de ces lésions-là, là, je vous ai laissé les dates, vous voyez, parce que c'était une présentation où on me disait que parfois on pouvait douter de la pérennité de ce genre de lésions. Alors, je vous laisse les dates des BS-Win. Une lésion endoparo, la vitalité est positive, mais dans ce genre de cas, il faut quand même évidemment largement se poser la question sur le traitement odontique, puisque, que veut dire un test de vitalité? La racine mésiale est nécessairement, ou le plus souvent en tout cas, vivant. Le nerf est vivant, pardon, sur la racine mésiale, donc la racine distale, on peut se poser la question. Là, on a pris le parti, bien sûr, de faire la pulpectomie en amont du traitement. Et regardez, vous voyez, on était février, nous voilà en juin. Voilà la cicatrisation après que le confrère a fait le traitement endodontique. On peut se dire que ça part moins bien. Je vous ai mis l'APEX d'origine de février, donc 4 mois au préalable sur la droite. Là, vous voyez que la radioclarté s'étend.
On peut se poser la question, le patient a été juste surfacé là pour faire réduire un petit peu l'inflammation. Les sondages sont nécessairement encore très élevés. Il n'y a plus de purulence qu'on avait au début, mais la dent reste d'une stabilité raisonnable. Ça se tente, ça se fait. Et même protocole, vous voyez que vous retrouvez une dent au bout du compte qui est fonctionnelle, asymptomatique. Et là, la radio, c'était au contrôle un an plus tard après l'intervention. Et là, je l'ai revu, là, je ne vous ai pas mis la date, mais je l'ai revu il y a 3 semaines. Et le patient est là aujourd'hui. La furcation est refermée. On avait même une lésion qui était quasiment en classe 3 sur la partie la plus coronaire. On reste là, en tout cas au sondage, elle l'est probablement toujours, mais au sondage, on n'a plus rien. Et vous voyez qu'en dépit de la sévérité de la lésion, on retrouve une image parfaitement cliniquement et radiographiquement fonctionnelle et saine. Donc là encore, il faut se poser la question, est-ce qu'on mettait un implant à ce patient-là? Pour moi, la réponse est toujours pas. Et ça, on peut en discuter autant qu'on veut. Bien sûr, le débat est largement ouvert. Alors, pour être très synthétique, privilégier le diagnostic au début, ce que je vous disais au début. Le petit schéma, je vous l'ai présenté en amont, mais vous le retrouvez dans la publication. Vérifiez bien cette histoire d'intégrité radiculaire qui va vraiment éviter les échecs programmés. Le traitement donc dépulpé, ça se discute à chaque fois, et ça on peut là aussi largement discuter avec nos collègues endo. Faut quand même assainir préalablement des lésions de cette sévérité. Vous ne pouvez pas directement vous lancer dans la chirurgie parodontale. Il faut quand même mettre les choses au propre, si je puis dire. Donc, surfacer ou débrider les racines en fonction de vos chapelles. Et enfin, opérer pour pouvoir obtenir une vraie cicatrisation. Et puis après, compter les années. Et ce n'est pas des pis-aller, ces traitements-là. On peut largement et de façon très reproductible maintenir les dents des patients et faire notre travail de parodontiste avant de mettre en place des implants. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je répondrai bien sûr aux questions avec grand plaisir s'il y en a en fin de présentation. Damien, je te passe le témoin et puis je crois qu'il va continuer un petit peu dans cette problématique de conservation des dents pourtant mal évaluées au début. Merci à vous, au revoir. Eh bien, merci Guillaume pour ton excellente présentation. Et effectivement, on va rejoindre un peu cette même, on va dire philosophie, mais c'est plus qu'une philosophie parce on verra ensemble que c'est quand même, c'est pas qu'une croyance, c'est aussi clairement démontré. Il faut que je partage mon écran, sinon ça va être moins efficace. Et donc, comme je le répète tout à l'heure, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, on répondra aux questions éventuelles après l'intervention. Voilà. Et voilà. Très bien. Et donc, effectivement, pour suivre la dynamique lancée par Guillaume sur ces dents qu'on peut qualifier de dents hopeless, plastifs, des dents sans espoir, effectivement, nous avons une grande diversité de situations cliniques. Ces lésions infraosseuses provoquées par des parodontites peuvent être très impressionnantes et vraiment ont une très grande diversité d'anatomie. On peut avoir, donc, comme vous le savez tous, des lésions à une paroi, 2 parois, 3 parois. Et ces situations peuvent parfois même compromettre, on va dire, la survie, la présence de la dent sur le long terme. Et donc, on parle souvent, c'est un terme qu'on rencontre de plus en plus, mais qui est assez ancien, d'oplastif, donc de dents sans espoir, qui a été, enfin, la première fois qu'on a entendu parler de ce terme-là, c'est Machetet en 89, où là, finalement, on définissait comme des dents sans espoir, des furcations de classe 3, et des dents qui présentaient une perte osseuse supérieure à 50%. Et on s'est aperçu que notre tolérance par rapport à ces dents sans espoir avait un petit peu été modifiée avec le temps, puisqu'en 2011, Cantelini, lui, plutôt les définit comme étant bien sûr les classes 3, ça malheureusement, ça reste toujours, on va dire, un challenge, mais également des pertes osseuses qui atteignent l'apex, soit qui dépassent l'apex, comme nous a montré Guillaume avec ses lésions en 2 parois. Alors bien sûr, dans le terme de dents sans espoir, nous avons une notion de pronostic. Mais cette notion de pronostic n'est pas uniquement liée au type de lésion. C'est pas uniquement lié à la forme anatomique de la lésion. Ce serait trop facile.
On a bien sûr le facteur de mobilité initiale. On a également les facteurs aggravants, plus ou moins bien identifiés, mais et plus ou moins bien maîtrisés, notamment le tabac et l'hygiène. On a également de grandes différences de réponse et de difficultés liées notamment aux furcations entre les pluriradiculés et les monoradiculés. On a également comme pronostic, et ça c'est important, et Guillaume en parlait également lors de sa conclusion, c'est la réponse au traitement étiologique. Après la phase étiologique, après l'assainissement parental, l'assainissement ordonnemental, comment les tissus vont répondre et quel est, on va dire, le pronostic qu'on peut en tirer. Et bien sûr, l'âge du patient avec le rapport bénéfice-risque. Donc tout ça, tous ces éléments donnent un pronostic à la dent et aux dents. Et bien sûr, l'idée de ces notions, mobilité, facteurs aggravants, pluriradiculé versus monoradiculé, toutes ces possibilités offertes par la situation clinique. Est-ce qu'on peut contenir la mobilité? Est-ce qu'on a une absence de mobilité? Est-ce que tous les facteurs aggravants ont été identifiés? Est-ce qu'ils ont été maîtrisés? Les monoradiculés versus pluriradiculés, bien sûr, les pluriradiculés, on a des possibilités d'amputation. Voilà, donc toutes ces possibilités doivent aboutir après traitement à une situation d'absence d'infection chronique ou aiguë, de confort fonctionnel et de cohérence occlusale et prothétique. Si malheureusement un de ces 3 points n'est pas suivi, n'est pas atteignable, effectivement, la solution peut être l'extraction. On n'est pas non plus des moines guerriers qui pensons qu'à conserver les dents. Malheureusement, il faut parfois aussi être assez pragmatique. Mais si on n'arrive pas à obtenir ces objectifs, l'extraction reste encore une solution. Mais on va voir ensemble qu'on peut repousser quand même très très loin les possibilités de conservation. Et avant de passer à un revue un peu plus clinique, je voulais refaire le point sur la bibliographie et notamment ces 2 études. On va voir qu'effectivement, on peut conserver sur le très long terme des dents, et notamment ces 2 études dont le docteur Dufort, lors d'une précédente conférence à la SFPO Rhône-Alpes, nous avait présenté, montrent bien que dans un cadre de maintenance, donc là notamment ces 2 études qui s'intéressent en fait sur une durée de maintenance, sur le traitement parodontal sur le long terme et sur l'évolution sur le long terme. Voilà, sur 2500 dents, sur ensuite 9 à 11 ans, Fardal montre que finalement, on a des dents perdues pour des raisons parodontales qui sont seulement de 1,5%. Les Chambronnes en Brésil, 101 patients, presque 3000 dents, suivis sur 10 ans, on a des dents perdues uniquement de 1,8%. Donc, ça reste quand même... On arrive quand même à stabiliser sur le long terme les parodontites avec peu de complications et bien sûr avec une importance vraiment de la maintenance, mais c'est quelque chose qu'on peut stabiliser sur le long terme. Autre étude dans la même idée sur une méta-analyse plutôt, là où vraiment presque 42 000 dents, donc 527 articles qui ont été screenés par la tribu Chambronne. Et finalement, sur 41 404 dents, finalement, presque 4 000 ont été perdues. Et donc, pour des raisons parodontales, ça varie entre 1,5 et 9,8%. Alors, bien sûr, c'est des études très hétérogènes donc qui ne sont pas toujours très faciles à comparer, mais l'âge, le tabagisme, le pronostic dentaire initial ont été associés à la perte dentaire durant la maintenance. Donc, c'est quand même des facteurs de risque, des facteurs qui nous permettent d'affiner un peu le pronostic initial. Donc, oui, on peut stabiliser sur le long terme des dents grâce à une maintenance et grâce à une hygiène, on va dire, optimale. Je continue dans la revue Biblio, une étude très intéressante de Frédéric Debeul en Belgique, où là, c'est une revue sur 27 ans au sein d'une pratique privée. Donc, ce n'est pas une pratique qui est un peu déconnectée de nos impératifs parfois compliqués à gérer, le nombre de patients, tout ça. Donc là, c'est vraiment 27 ans dans une pratique privée. Et ils ont examiné donc 402 patients sur une période de 27 ans et avec on va dire une moyenne de visite environ 2 à 1,76. Alors, j'ai regardé un petit peu l'étude, il y a des patients qui venaient 3 fois, d'autres une fois tous les 2 ans, mais globalement, en moyenne, c'est un peu moins de 2 fois par an. Donc, c'est tout à fait un objectif atteignable. Et ils ont examiné, donc là, c'est vraiment concentré sur les molaires, donc 2600 molaires, et 125 ont été extraites immédiatement.
On a à peu près un tiers qui sont des classes 2 ou des classes 3 et les 2 tiers qui sont saines ou qui présentent une classe 1. Et finalement, assez peu d'interventions chirurgicales ont été mises en pratique pour conserver ces dents. C'est essentiellement des surfaçages, donc essentiellement un assainissement parodontal non chirurgical. Et on s'aperçoit finalement, ça c'est le résultat, que finalement, le taux de survie des classes 2 et des classes 1 à 25 ans, c'est 80%, vous voyez, c'est les deux courbes du haut, et que même les classes 3 qui sont réputées comme étant des dents dites sans espoir, bien sûr, ont un taux de survie à 20 ans, c'est pas non négligeable, de 60%. Et que les pertes dentaires interviennent essentiellement lors des 2 premières années, et que la plupart finalement des molaires répondent très bien au traitement parodontal, et même les classes 3. Donc, il est possible de maintenir des molaires très atteints dans une pratique privée. Alors, pour en revenir plus en détail sur les dents dites sans espoir, il y a 2 études qui me semblent intéressantes à vous montrer, puis après on passera à l'aspect clinique. C'est les études de Cortellini. Une première étude qui porte sur 5 ans, puis la deuxième après qu'on verra sur 10 ans. Cette première, donc il y a de 2011, finalement, l'étude est assez intéressante puisqu'ils ont randomisé des situations. Ils ont sélectionné 50 patients qui présentaient une parodontite chronique avec au moins une dent présentant une atteinte atteignant ou dépassant l'apex. Et ils ont mis en place un traitement. C'est soit un protocole de régénération sur 25 dents, soit les dents ont été extraites et remplacées par 14 implants et 11 par des bridges. Et finalement, quand on regarde les résultats des dents régénérées, on a donc un taux de survie dentaire à 5 ans qui est de 92%. Donc, on a perdu 2 dents sur les 25 sur le groupe test, donc le groupe de dents régénérées, et avec une taux d'absence de complications biologiques de 84%, avec un gain d'attache stratosphérique et une perte dentaire finalement qui intervient la première année. Donc, ça veut dire qu'on a tout de suite, si vous voulez, on va dire une situation précise sur l'issue en fait de la régénération. Est-ce qu'on va avoir plutôt un pronostic immédiat négatif où la dent finalement va continuer à avoir une infection et donc on n'atteint pas nos objectifs de traitement, on a toujours une infection chronique ou aiguë, donc du coup effectivement on conduit à l'extraction, mais finalement c'est assez rapide de savoir si la dent va suivre son cours. Et donc, on a une amélioration fonctionnelle dans les deux cas. Et le groupe contrôle, c'est donc 100% de survie de la présence prothétique, donc il y a toujours les implants, il y a toujours les bridges. Mais par contre, on a un taux de complication biologique qui est quasiment identique, qui est identique, de 83% à 5 ans. Donc, la régénération parodontale représente une alternative très crédible à l'extraction pour les dents présentant des lésions qui dépassent l'apex. Et ils ont continué leur étude, avec 50 plus, et 50 patients, toujours pareil. Et donc là, la courbe rouge, c'est le groupe de remplacement où les dents ont été remplacées, et la courbe bleue, c'est la courbe en fait, où les dents ont été régénérées. Et on a donc à 10 ans un taux de survie des dents régénérées à 88%, et à 10 ans, sur les dents remplacées, la prothèse est toujours présente dans 100% des cas, mais avec des complications qui augmentent petit à petit. À 10 ans, on a, on va dire, des taux d'absence de complications qui sont de 40% pour le groupe prothétique et quasiment identiques avec le groupe de dents qui ont été gardés. Ça représente quand même aussi des coûts qui sont différents parce que la courbe rouge, donc c'est le coût, on va dire, cumulatif des traitements à la fois initiaux mais également d'entretien de ces prothèses comparé au groupe régénéré qui est la courbe inférieure. Donc on a quand même un coût inférieur sur le groupe de régénération. Et sur la fonction masticatrice, on a une amélioration en fait du pouvoir masticateur et du sentiment de confort masticatoire qui est important dans les deux groupes, plus important dans le groupe prothétique, mais ça veut dire qu'on a quand même arrivé à réduire les mobilités durablement et qu'à 10 ans, finalement, on n'a que moins de 10% de personnes dans le groupe régénéré pour lesquelles la
massification peut présenter éventuellement un problème récurrent. Donc, amélioration fonctionnelle dans les deux groupes, coût très inférieur d'entretien des groupes régénérés, et on rejoint un peu le concept de phase de vie implantaire souvent rappelé par Germán Gallucci sur le fait que finalement un implant ou une prothèse a une durée de vie et que ça reste un joker et que si on peut retarder un peu comme les chirurgiens orthopédistes actuellement avec les prothèses de genoux, retarder de plus en plus la phase prothétique, c'est également, on va dire, des complications biologiques en moins et ça garde toujours un joker un peu en poche. Voilà, donc après cette démonstration comme quoi, effectivement, les dents dites Hockless peuvent être conservées. Je voulais juste illustrer un peu mes propos avec un cas clinique. C'est un cas clinique qui a été présenté lors de l'ADF en 2019. Donc on verra ça avec une vidéo. On a pour 5-6 minutes. Donc, c'est un cas clinique. C'est ce patient, 68 ans, qui ne présente aucun antécédent généraux, qui présente une accumulation de plaques assez importante et qui est recommandé donc par son praticien et qui est très inquiet parce qu'il a une mobilité très importante de la 14, qui est douloureuse, qui est une mobilité axiale et transversale avec des saignements parfois spontanés. On a un indice de plaques supérieur à 70%, une inflammation marquée et bien sûr des saignements au sondage et une mobilité de stade 4 sur la 14. Donc, on fait un premier charting pour avoir un peu une idée un peu de la situation, même si on ne fait pas systématiquement en première intention, ça donne un peu une vision un peu de la situation. Donc, le point positif, c'est qu'on a peu de fluctuations et que finalement, on a des lésions très importantes. Vous voyez, sur la 14, on a des poches initiales qui font 11 mm, 10 mm. Donc, on a un pronostic quand même qui, même si sur le diagramme, on va dire en radar de Toniti, on a une difficulté de la situation qui est élevée. On se concentre un peu plus sur la zone où les poches sont les plus importantes, donc notamment sur la 14, où effectivement on a une radio qui nous montre des spicules de tartre assez importants, et puis il semblerait qu'on ait une bifurcation ou qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas très net sur la zone, donc effectivement on fait un cone beam de façon à identifier s'il y a une bifurcation ou pas, ce qui nous donne l'occasion de bien identifier la situation, on va dire, de lésions non contenues ouvertes. Et on pose un diagnostic de parodontite généralisée de stade 3, grade B. Bon, ça, on pourra éventuellement rediscuter. Et une fois que le diagnostic est posé, la phase étiologique est indispensable, comme l'a rappelé Guillaume. Donc, bien sûr, c'est une modification des techniques de brossage, une modification de l'hygiène, avec des brossettes adaptées, une ponction qui va être réalisée sur la 14, de façon, premièrement, à répondre au motif de consultation, qui est cette dent très mobile qui l'inquiète, mais également à optimiser l'hygiène, puisque brosser une dent qui est mobile présente assez peu d'efficacité. Optimiser la cicatrisation également lors de l'assainissement non chirurgical. On réalise l'assainissement non chirurgical, qui contribue donc à éliminer les facteurs de rétention de plaques, le tartre, à rééquilibrer un peu la dysbiose, réduction de la charge bactérienne, réduction de l'inflammation et à obtenir un gain d'attache. Et le résultat à 3 mois, donc du coup, on a bien sûr une amélioration de la situation qui est assez impressionnante, puisque vous voyez qu'on a quasiment plus de poche, un petit peu au niveau des incisives mandibulaires, sauf persiste cette zone-là, la zone en haut à droite, où on a cette 14 qui présente une lésion, une poche en tout cas de 5 mm, qui fait le tour un peu de la dent, avec un indice de plaque qui est inférieur à 15% et un saignement au sondage qui est inférieur également à 10%. Donc, plutôt un bon suivi. Donc, on regarde un peu plus en détail cette situation. Et effectivement, on remarque bien, notamment sur les coupes comme ça, horizontales, cette lésion qui tourne autour de la dent. Et donc, on pose l'indication d'assainissement chirurgical. Alors, le protocole, l'idée, si vous voulez, le principe thérapeutique de cette régénération tissulaire, de cette assainissement parental chirurgical, va reposer sur un protocole de régénération tissulaire induite. C'est un assainissement chirurgical associé à une régénération tissulaire induite. Donc, on associe un assainissement, un curetage minutieux de la lésion, mais on va associer également un comblement de cette lésion avec un mélange de protéines de l'émail, d'amylogénine et d'emdogain, donc, et un biomatériau type bio, dans ce cas-là, du bios, d'oxyapatite d'origine biologique. Donc, on va passer rapidement le protocole, mais globalement, on rend la surface biocompatible, on met en place le gel,
on comble la lésion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur le long terme, puisqu'effectivement, la radio est assez flattée par la présence de biomatériaux initialement. Donc là, on voit effectivement le biomatériau qui est présent à 6 mois. Mais à 3 ans, on a une densification des tissus. À 7 ans, on distingue une zone un peu plus dense, mais on distingue un peu moins les particules de biomatériaux. Et lors d'une réintervention où nous avons mis en place un implant là, pour changer le bridge qui s'était décellé, on a pu donc faire une réouverture et donc constater que l'os s'était régénéré. Donc, le principe thérapeutique, c'est d'optimiser la réparation, donc d'avoir un caillot sanguin qui soit stable, une surface biocompatible, une stabilité mécanique des tissus, tout ça protégé par une cicatrisation de première intention, mais également de prévenir l'effondrement des tissus. Donc, de prévenir l'effondrement, donc d'optimiser un peu l'esthétique. Donc ça, c'est le docteur Bravard qui en parlera un peu plus. Vous savez tous qu'après l'assainissement, on a contraction des tissus parentaux liée à la baisse de l'inflammation et au suivi homogène du contour osseux. Et donc, des techniques ont été imaginées, notamment par l'équipe de Zucchelli, enfin, l'équipe de De Sanctis également, en Italie, où on associe ces régénérations avec un greffon conjonctif qui va avoir pour objectif de stabiliser mécaniquement la zone de cicatrisation, mais également réépaissir les tissus. Donc là, le principe est assez simple, c'est que sur des lésions comme ça non contenues, qui sont largement ouvertes, même compliquées parfois par des débuts de furcation qui ne sont pas complètes, ce greffon conjonctif va nous permettre de finalement fermer en vestibulaire cette lésion et donc de recréer finalement de maintenir le biomatériau et de maintenir surtout le caillot sanguin qui va finalement favoriser la cicatrisation. Donc là, le principe est simple, simple. Le principe intellectuel est quand même lumineux. C'est vraiment, je trouve que encore la créativité des Italiens qui sont formidables. Enfin, Michel en parlera plus que moi. On met en place le biomatériau derrière le greffon et ce qui nous permet de stabiliser le lambeau sur un greffon conjonctif et d'éviter en fait un effondrement. Voilà, donc la cicatrisation au niveau palatin. Et la cicatrisation sur le long terme, donc avec le biomatériau qui va après jouer son rôle de tuteur en fait, et uniquement de maintien. Donc si on revient à notre cas, on a cette lésion qui prend à peu près 30 degrés d'ouverture, qui est assez profond, qui fait à peu près 7 mm de profondeur. Et du coup, on décide, pour fermer cette lésion ouverte, de mettre en place un greffon conjonctif. Donc là, on va prendre un petit peu le temps, je suis désolé, mais je vous montre un peu rapidement, si vous voulez, le principe. Donc le principe, ça va être de préserver au maximum l'épaisseur des tissus et on va dire, en décaler les tracés d'incision de façon à recouvrir complètement les zones de cicatrisation. Donc, ce n'est pas tout à fait, on va dire, une situation caractéristique de ce que peut vous montrer Michel par la suite, puisque là, on a dû un petit peu s'adapter à la lésion qui était aussi très palatine, qui tournait un petit peu autour de la dent. Donc, ce n'est pas tout à fait on va dire le protocole édité par Zucchelli et De Sanctis. Alors, ça a l'air de ramer. Bon, c'est bon. Ouais, ça, donc, du coup, le principe, ça va être de bien préserver les papilles. Alors, je suis désolé, mais j'essaie de comprendre pourquoi ça rame. Sinon, on va faire des stops, on va faire peut-être plutôt des clichés comme ça, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de bien préserver les... Ah, je suis vraiment désolé, mais il ne veut pas, manifestement. Ouais. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé pour ça marchait très bien tout à l'heure, mais apparemment, j'ai l'impression que ça l'a complètement. Donc, l'idée, en fait, c'est de préserver les tissus et de bien libérer la papille. Et sur la lésion, donc on va regarder un petit peu la lésion un peu plus loin, mais sinon, ouais, bon, je ne vais pas vous embêter avec ces
ces problèmes de diapo. On va passer directement à la suivante. Bon. Voilà. Bon, désolé, la petite roue magique, c'est quand même très mauvais signe. T'as pas non, c'est ton truc. Essayez de départager, puis relancer peut-être. Ouais. Je vais essayer de voir. Attendez, j'arrête de partager. Ou si vous avez la vidéo enregistrée indépendamment, quelque part, plutôt que sur le... Ouais, je vais montrer sur un autre. Alors, déjà. Là, je crois que mon ordinateur est en carafe. Non, c'est bon. Alors, on va voir un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Alors, je vais me mettre sur Zoom. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, toujours pas. Alors, QuickTime. Voilà. Là, ça marche. Très bien. Bon, bah, désolé. Déjà que j'avais pas tenu mon timing, bah, là, c'est la cata. Donc, du coup, l'idée, donc, ça va être de préserver les tissus et donc de décaler également une partie des incisions en palatin de façon à recouvrir vraiment la zone de régénération. Donc, je vais vous passer un peu voilà, les incisions. Donc, l'idée, voilà, bon, pour découper, enfin, pour soulever les tissus, on passe en mésial, en distal, de façon à vraiment libérer par-dessous la papille qui est préservée à ce niveau-là. Donc, on voit le tracé d'incision en bas à droite. Et on va avancer un petit peu. Donc là, on arrive vraiment à repousser de palatin à vestibulaire cette papille qui va nous permettre de bien recouvrir la zone de cicatrisation. Et on continue notre accès chirurgical. On réalise une incision périostée de façon à libérer un peu les tensions. Et voilà, on continue un peu à libérer. Et on va commencer donc, à rendre la surface de la racine parfaitement biocompatible. Donc, du coup, on commence par cureter. On voit bien les spicules de tarte qui persistaient au niveau apical. Voilà, donc c'est un peu les détails. On nettoie bien la lésion, le fond de la lésion infraosseuse, donc il y a une paroi. Et également en palatin, on voit encore les spicules de tarte qui sont ici, à ce niveau-là. On va bien les surfacer de façon à ce qu'on puisse avoir une nouvelle attache qui se reforme sur la racine. Voilà, la situation est saine. On finit d'éliminer les tissus de granulation. On passe éventuellement des ultrasons de façon à être sûr d'éliminer les derniers petits fragments. Et on les épitalise de façon, la papille chirurgicale de façon à tracter coronairement les tissus. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, on est prêt à mettre en place ce protocole de régénération et à enfermer les tissus. Donc, du coup, on va commencer par prélever le greffon conjonctif qui va être après désépitalisé sur table. Voilà, donc le prélèvement. La désépitalisation est réalisée sur la table opératoire et on va pouvoir mettre en place après sur la zone. L'objectif, comme vous voyez, c'est vraiment de délimiter un volume et surtout que ce rectangle de tissu puisse stabiliser verticalement le lambeau déplacé. On stabilise par des points péridentaires et des points périostés qui vont lier le greffon au périoste. On prépare, alors je vais un peu trop vite. On prépare bien sûr des sutures mat acier qui vont permettre de stabiliser le lambeau
sur un lambeau vestibulaire. Donc, on prépare toutes les sutures avant de pouvoir combler. Et bien évidemment, au préalable, bon, je le fais assez rapidement, c'est un peu décousu, mais bien évidemment, on met en place du gel d'Ebnogen sur la surface de la racine. Donc, et après, suture du lambeau par-dessus greffon. Voilà, comme ça, je vais repasser, on va arrêter ceci. Hop. Et je suis désolé pour ce problème technique. Et la cicatrisation, voilà, donc à 3 semaines, avec bon, bien sûr de la plaque, parce qu'on a interdit aux patients de brosser, et le résultat à 1 an et demi, où finalement on a une stabilité du volume qui est assez importante, avec une absence de poche et un volume en vestibulaire qui est maintenu. On ne voit pas votre écran, docteur Feuillet. Ah, pardon. Un écran noir. Nouveau partage. C'est mieux? Oui. Voilà, je suis désolé. Je débute, non. en Zoom. Non. Et donc, du coup, je vous ai expliqué la cicatrisation, où donc c'est stable, on a une absence de poche, on a donc les papilles qui ont été à peu près préservées et le volume vestibulaire qui a été stabilisé. La situation à T0, la situation à 6 mois, la situation à 1 an et demi, où bien sûr on va avoir une maturation progressive des tissus. Donc en conclusion, oui, les hopeless TIF, les danseurs des sports, on gagne à être bien analysés de façon à pouvoir les conserver. On a des protocoles qui sont aussi bien sur la gestion des lésions endoparo que sur des lésions infraosseuses qui sont quand même très efficaces. La principale difficulté, à mon sens, c'est vraiment le pronostic initial, c'est vraiment déterminer si le patient va pouvoir vraiment suivre la phase initiale, si on va avoir le bon résultat après la phase initiale, et bien sûr, après maintenir les résultats sur le long terme avec une maintenance digne de ce nom. Donc, je suis vraiment encore désolé de ces péripéties informatiques. On verra peut-être plus en détail sur le thème avec ces questions. Et pour étayer un peu plus mes propos, je vais laisser la parole donc, du coup, à Michel Bravard, qui, avec le docteur Agossa, qui est mis Agossa, va publier un article prochainement sur justement ces techniques. Et du coup, je pense que ça permettra d'avoir une discussion stimulante après sa présentation. Donc, je vais lui laisser la parole et encore désolé pour mon cafouillage zoomesque. Voilà. À bientôt. Voilà. Activez votre micro, docteur Bravard. Allô, c'est bon? Oui, voilà, on vous entend. Vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon? Je te vois, par contre, on t'entend pas. Allô? Oui. Voilà. Donc, comme le disait tout à l'heure Damien, effectivement, nous avons réalisé avec Kevin Agossa un travail sur l'optimisation esthétique du traitement des lésions intraosseuses complexes qui sont un peu le parent pauvre de l'esthétique en parodontologie et qui me fait dire souvent que j'ai 2 types de patients. Les patients satisfaits qui, en général, ont eu une chirurgie parodontale, qui, même dans les cas d'excès tissulaire, souhaitent les conserver, et puis des patients moins satisfaits ou qui ne comprennent pas exactement tout le ressenti de bonheur que je peux avoir en guérissant une poche parodontale et qui, eux, ne regardent que l'aspect esthétique qui, effectivement, parfois les interpelle et leur font me demander si je ne connais pas un spécialiste en chirurgie plastique. Alors, évidemment, on peut réparer aujourd'hui ces papilles, mais c'est une intervention encore supplémentaire. Il faut dire que la régénération cellulaire est très bien acceptée par les patients parce que dans l'inconscient collectif, elle est très fortement, très bien marketée. Et dans l'inconscient aussi, on pense toujours à la régénération des membres de la salamandre, notamment après amputation. On voit cette régénération ad intégrum qui interpelle toujours tous les membres de notre profession parce qu'on peut avoir à la fois la fonction et l'aspect du membre perdu.
Alors effectivement, les patients sont peu recalcitrants quand on leur propose un traitement de régénération, encore moins que lorsqu'on leur propose de la chirurgie plastique, parce que la chirurgie plastique est toujours associée, parodontale est associée au prélèvement, qui inquiète un petit peu, alors que la régénération, on a l'impression de retrouver d'emblée quelque chose sans difficulté. Par contre, quand on regarde notre bibliographie professionnelle, on se rend compte qu'il y a pléthore de rapports de patients pour la chirurgie plastique, à tel point que Cairo, l'année dernière, a pu inclure 26 études randomisées sur ce sujet. Et alors que dans le même temps, on trouve très peu de choses dans PubMed sur le ressenti des patients après et le ressenti de l'esthétique après la chirurgie de régénération parodontale. Et vous voyez qu'en 2015, Engelhardt déplore qu'il y a très peu de promes, de recherche sur le sujet donc des promes dans la littérature. Alors, il faut dire que la régénération parodontale, telle qu'elle est définie par l'AAP, fait la part large au sément, à la régénération du sément, à la régénération du ligament, à la régénération de l'os en histologie. On a une petite parenthèse sur la mesure clinique d'attache qui pourrait suggérer qu'effectivement la gencive est impliquée dans cette régénération. Et les autres études, donc les histologiques, intéressent davantage les vétérinaires puisque c'est une mise en évidence d'histologie animale. Néanmoins, la communauté parodontale ne s'est pas arrêtée à ce sujet et la technique chirurgicale a évolué. On est passé du lambeau d'Ehlmann modifié qui était la voie d'accès et la voie d'abord aux premières techniques de régénération, très rapidement, avec Takei en 85, donc il y a plus de 35 ans, à la technique de préservation papillaire, qui ensuite a été largement améliorée par les Italiens, donc Cortellini, avec la technique modifiée, la technique simplifiée en 99. Et on se rend compte que dans toute l'Italie, il y a pratiquement une technique d'incision de papilles par université. Et on a aussi une technique très intéressante à Ferrare, justement avec Trombelli, qui a amélioré la technique avec la single flap approach, qui va lui permettre de faire des techniques combinées comme celles que nous faisons. Et enfin, dernièrement, on voit Cafès, qui lui est sur un autre continent, et qui fait une technique tunnelisée. Donc, il y a un souci d'esthétique par la préservation de la papille. Et récemment, la plus médiatisée des études qui concernent l'esthétique dans la régénération est certainement celle de Zucchelli, qui en 2017 a exposé la Well technique et qui n'était pas la première étude qu'il avait faite sur le sujet, puisqu'avec Massimo De Santis, ils avaient intimement marié déjà la chirurgie plastique avec la chirurgie de régénération, puisqu'ils appliquaient la technique du lambeau de repositionnement coronaire de rotation à l'abord chirurgical, donc des chirurgies de régénération, ce qui permet de déplacer le lambeau et de minimiser l'effet de rétractation que citait tout à l'heure Damien. Et ils ne sont pas les seuls, en fait. Et comme le disait fort justement Kevin Agossa, en fait, c'est plus une communauté qui crée un besoin et une solution à un besoin. Et on retrouve une étude de Trombelli donc, qui fait une méthode combinée avec des substituts osseux, une régénération tissulaire induite et puis un lambeau avec un apport de tissu conjonctif. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, il y a une étude de Nelson qui, à l'époque, ne concernait que l'apport de tissu conjonctif sans technique de régénération tissulaire induite avec des résultats inconstants. Donc, c'est une technique assez ancienne. Et donc, nous sommes penchés avec Kevin Agossa sur ce type d'intervention et puis la façon dont on pouvait expliquer sa logique d'une part et la façon et les résultats qu'on pouvait obtenir. Alors, cette technique combinée combine les amélogénines, un substitut osseux, et une greffe épithélio-conjonctive des épithélialisés, dont on a largement parlé ce soir, et dans un but de régénération tissulaire induite pour les amélogénines, donc afin de traiter, d'obtenir un nouveau sément, un nouveau ligament, et puis bien sûr le bundle bone, l'os fasciculé.
Et le substitut osseux va permettre un soutien des tissus, quoi que l'on dise, même si Zucchelli n'utilise pas dans le wall technique. Bon, il me paraît intéressant de mettre un substitut osseux dans les défauts qui peuvent les contenir. Et enfin, la greffe épithélio-conjonctive des épithélialisés, dont effectivement on peut se demander ce qu'elle vient faire, puisque ce sont des fibroblastes et du collagène, ce qu'elle vient faire dans une régénération osseuse, mais tel que l'exploite Zucchelli, c'est un mur complémentaire, des défauts osseux qui ne sont pas tous à 3 parois. Il va permettre une augmentation de la gencive attachée, éviter l'effondrement tissulaire, et puis isoler le substitut osseux, notamment lors de la fermeture de la plaie, qui n'est pas toujours, qui est toujours souhaité en première intention, mais la réalité nous montre que ce n'est pas toujours évident à obtenir. Alors, nous avons publié une étude sur 12 cas où nous avons appliqué cette technique et à tout niveau. Alors, très souvent, nous à Lyon, je ne sais pas, en Italie, on a l'impression qu'ils ont toujours des lésions tout à fait comme il faut entre les deux incisives centrales avec une large papille. À Lyon, on a des, comme vous avez pu le voir avec Damien, on a des lésions beaucoup plus étendues et qui nous posent parfois ce problème de la contraction tissulaire après la chirurgie. Alors, si on regarde, on va regarder 3 cas cliniques. Le premier, c'est une dame de 64 ans qui a une lésion intra-osseuse, qui a qui a plusieurs lésions intra-osseuses sur 14 et 25. Voilà les lésions après préparation initiale, donc sur la 14. Et que nous allons traiter, voilà les détails donc, radiographiques. Vous voyez que ce n'est pas une hopeless, mais bon, elle est quand même un peu désespérée. Donc, la lésion correspond cliniquement et chirurgicalement à ce que l'on a prévu sur le scanner. Et on va la traiter donc, avec la régénération tissulaire induite, le substitut osseux et ici le greffon. Et le but de cette chirurgie va être d'assurer le maximum de stabilité de la plaie et de l'ensemble, donc substitut osseux et tissu conjonctif. On pense que c'est effectivement la clé du succès de la régénération, comme c'est la clé du succès en chirurgie plastique parodontale. Les lambeaux sont préparés donc, en demi-épaisseur afin d'avoir une mobilité maximale. Donc, on est très loin d'une chirurgie minimalement invasive qui garde quand même le principe avec la conservation des papilles. Souvent, donc on va voir en détail un petit peu plus loin. Et voilà donc le résultat à la dépose des points. Et donc, fort de ce résultat, on a entrepris le traitement de la lésion de la 25 du côté opposé. 25 qui présente une lésion un petit peu moins importante, mais quand même très étendue. Voilà la chirurgie. Et on avait assez peu de mobilité. Voilà plus en détail donc l'apport de substituts après la régénération tissulaire induite. Le placement du tissu conjonctif qui pose toujours un peu de problème parce qu'il va falloir l'attacher. Vous verrez que dans la technique, on a mis au point un protocole qui permet justement de fixer solidement ce greffon. Les sutures sont réalisées soit en double boucle, soit avec des sutures de matelassé. Et voilà donc la dépose des points. Et voilà le résultat à 12 mois. Donc vous voyez que on n'est pas dans l'esthétique au sens où on la présente actuellement pour les incisives, mais on minimise quand même l'effet de rétraction gingivale que l'on peut observer lors d'une régénération. Donc voilà la patiente avant-après, tant au niveau radiologique que clinique. Et bon, un sourire qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas défiguré par des dents extrêmement longues. Ça me rappelle un petit souvenir. Quand on faisait de la chirurgie d'assainissement, on avait toujours une phrase, on disait aux patients « vos dents sont plus longues, mais pour plus longtemps ». Aujourd'hui, c'est quand même difficile à classer. Une autre patiente qui travaille dans une boîte d'orthopédie de la région lyonnaise et qui se plaint de sa lésion interincisive qui est associée à un petit défaut infraosseux et que l'on va traiter de la même façon, avec toutefois une évolution ici de la technique, puisque le greffon va tenter de recouvrir la papille interincisive, puisque dans ce cas-là, elle est assez large.
Voilà le petit défaut que vous pouvez observer. Ce n'est pas un défaut majeur, mais il nous a semblé qu'une technique de préservation papillaire, simplement, risquait de passer à côté des possibilités de régénération et d'amélioration esthétique qu'attendait la patiente. Voilà donc une petite vidéo que je vais sans doute accélérer. J'ai repris un point qui me semble très important dans la voie technique de Zucchelli, qui est l'incision largement biseautée au niveau palatin. C'est-à-dire que lorsque l'on va inciser la partie palatine de la papille, on va, de manière à augmenter la surface de contact vasculaire après l'intervention et faciliter la cicatrisation, on va largement incliner la lame de manière à avoir la surface de contact la plus efficace. Alors, de temps en temps, j'utilise des microblades, mais personnellement, une 15C de bonne qualité me va très bien pour ce type d'incision. Alors, on peut peut-être avancer un petit peu. Le deuxième point, peut-être plus intéressant, c'est l'élévation du lambeau qu'on fait alors, en pleine épaisseur au niveau apical de la récession et des collets, mais que l'on va faire en demi-épaisseur au maximum sous les papilles, de manière à préserver, hors la zone du défaut osseux, de manière à préserver le tissu périosté, de manière à pouvoir suturer la greffe de tissu conjonctif. Le greffon, donc, lui, il a une forme particulière, on l'appelle le greffon, mon assistante me dit un greffon petit bateau, parce qu'elle trouve que ça ressemble à une petite culotte de la marque très connue, et on la met on met le petit appendice au niveau de la papille. Ça a deux avantages. Le premier, ça donne du volume. Le deuxième, ça isole le défaut qui a été comblé avec un substitut osseux. Je pense que si Zucchelli ne met pas de substitut osseux dans sa voile technique, c'est parce qu'il redoute la contamination du substitut osseux. Et puis, bon, c'est vrai qu'on ne cherche pas à faire de l'os, on cherche à faire surtout de ligaments et d'attaches. Donc voilà la suture de ce greffon qu'on réalise aussi mésialement et distalement, toujours dans le souci d'avoir la plus grande stabilité possible pour notre greffon. Donc, les sutures sont réalisées classiquement. Je ne sais pas si vous les voyez apparaître à l'écran, elles sont peut-être masquées par les portraits. Et voilà la cicatrisation à 3 semaines. Donc, on est surpris positivement. Et c'est vrai que c'est un sujet important, la papille, parce que très souvent, on arrive à préserver et améliorer la récession, ce qui est le cas aussi ici, mais la papille souvent souffre malgré tout d'une perte tissulaire relativement importante. Voilà donc un résultat à 9 mois. Et voilà donc le résultat radiographique à 9 mois. Effectivement, bon, c'est de la radio-opacité, donc on ne connaît pas exactement la provenance, mais c'est tout de même intéressant. Alors, si on regarde nos résultats par rapport à une méta-analyse, alors je sais que c'est difficile, ça n'a pas beaucoup de signification, de regarder une méta-analyse avec des centaines, des milliers de cas et 12 cas cliniques, mais ça donne quand même une petite idée. Donc, pour des lésions relativement importantes, avec des poches de 9 mm, des dattages de 10 mm, on a toujours une réduction de poche en moyenne de 4 mm et un gain d'attache de 3 mm, ce qui laisse en fait à la récession environ 0,7 à 1 mm dans toutes les études. Alors certaines, bien sûr, ont des résultats beaucoup plus stratosphériques. Damien le citait tout à l'heure, avec Cortellini, ils ont des résultats assez extraordinaires. Mais globalement, on a une grande disparité des résultats et on se situe donc, comme vous allez le voir, assez bien, et surtout au niveau de la récession. Dans la récession, on va la mesurer en 2 points. La récession donc, au niveau du collet et la zone de l'apex du collet, et au niveau de la papille, TP et REC. Donc, notre technique va permettre d'avoir une réduction de poche
qui est comparable à ce que l'on peut obtenir et un gain d'attache comparable. Mais en fait, nous allons, au lieu d'avoir une récession augmentée, nous allons avoir de très nombreux cas avec une augmentation du niveau d'attache. Donc, une récession qui est diminuée, surtout sur les dents adjacentes. Vous voyez que nos résultats se comparent favorablement à la moyenne, qui, je vous dis encore une fois, est une moyenne. Donc, beaucoup d'études actuelles sont supérieures encore à la nôtre. Mais au niveau de la récession, nous sommes plutôt en gain qu'en perte. Et ce qui est intéressant aussi, donc vous voyez les résultats au niveau du sommet de la papille, TP, et les niveaux au sommet de la récession. On a une stabilité de la papille dans beaucoup de cas et une diminution des récessions de 0,3 mm. Alors, effectivement, ces chiffres, comme vous le voyez, ne sont pas statistiquement significatifs, mais nous avons quand même une petite signification à 12 mois. Et on voit apparaître une amélioration des résultats. Ce qui nous laisse à penser que dans le cas de l'apport d'une greffe de tissu conjonctif, on obtient finalement quelque chose comme lorsque l'on fait de la chirurgie plastique parodontale, c'est-à-dire on a une attache rompante qui vient du fait de l'abondance du tissu, de la gencive attachée, et certainement de la limitation des tractions par la muqueuse au niveau de ces défauts. Donc, quelques observations. Donc, gain d'attache et réduction de profondeur de poche sont comparables à ce que l'on peut obtenir. On a une amélioration radiologique que l'on prend pour ce qu'elle est. Une réduction, et on a une réduction donc, de la perte tissulaire inhérente à la chirurgie au niveau de la récession et au niveau des papilles. En fonction donc, de l'importance et de la forme de la récession, on a cette réduction de cette perte tissulaire attendue. C'est-à-dire que quand on va avoir des lésions très importantes, effectivement, on ne va pas pouvoir regagner une papille, on ne va pas pouvoir recouvrir une récession. Si on a des poches, des lésions infraosseuses de 9, 10, 11 mm, c'est illusoire d'attendre un tel résultat. Par contre, on peut avoir une réduction de ce que l'on pouvait prévoir et escompter. On a une stabilisation donc, du niveau d'attache pour les autres types de lésions, et on a une couverture partielle de la récession. Donc, ces résultats aussi sont inconstants sur la papille. Le cas que je vous ai montré est un cas très favorable, mais on a un gain d'attache qui est possible au niveau de la papille, qui généralement ne dépasse pas le sommet le plus haut de la papille déjà préexistant. Souvent, on peut gagner en vestibulaire, ce qui donne l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir gagné du volume et d'avoir gagné de la hauteur, mais en fait, on reste pratiquement à la hauteur qui a été déterminée, par exemple, en palatin ou en lamoelle. Et les gains qu'on peut avoir sont bien sûr fonction du type de cicatrisation. Si on a une fermeture en première intention, effectivement, là, on est gagnant. Mais on peut avoir des souffrances tissulaires aussi, malgré la libération du lambeau. Ces cas sont quand même assez difficiles à traiter. Et puis, donc, dernière chose, on a ce creeping attachment observé dans de nombreux cas. Vous voyez ici, effectivement, alors je ne sais pas si ça apparaît derrière nos portraits, mais on voit que si 3 semaines post-op et 6 mois, on a cette papille qui s'est encore un petit peu reformée après l'intervention. On peut avoir aussi un peu de récession possible à moyen terme que l'on voit apparaître sur des greffons très fins. Et ça nous amène à la discussion de la dimension du greffon. Effectivement, plus un greffon est fin, plus vite il se vascularise, donc bien sûr, mais on a toujours le même problème du recouvrement et de la cicatrisation. Et si on met un greffon trop épais, on va avoir des problèmes de cicatrisation parce qu'on va avoir plus de tension sur le lambeau. Et on a effectivement une possibilité de recouvrement qui est plus importante quand les greffons sont plus volumineux. Et on a toujours le même débat, ou le plastron, apicalement, coronairement, le même débat qu'en chirurgie plastique finalement. Ensuite, on a l'importance du timing. Alors, si vous avez noté dans les interventions de Martina Stefanini, qu'on va bientôt peut-être voir à Paris, on a un timing qui est un peu différent de ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire que très souvent, la chirurgie d'assainissement et la chirurgie de régénération interviennent au cours de la phase de maintenance à un moment non déterminé, alors que Zucchelli et Stefanini généralement interviennent très tôt, c'est-à-dire quand ils interviennent quand on a en fait gardé la papille. Parce que vous voyez ici, je suis intervenu sur une patiente
longtemps après la phase initiale de traitement. J'avais une cicatrisation osseuse et la motivation principale en 2019, c'était effectivement la récession sur la 12. Et donc, j'ai effectué le traitement même traitement de technique combinée, et on obtient quelque chose qui est satisfaisant au niveau de la récession, mais qui, au niveau des papilles, aurait peut-être pu être meilleur avec une nouvelle technique ou une technique avec des substituts osseux, si on était intervenu plus tôt, parce que l'intégrité tissulaire est préservée, alors qu'au fil de la maintenance, on perd toujours cette intégrité tissulaire. Donc, le dernier point, c'est la modification de la forme du greffon avec l'appendice sous la papille, qui est une technique pour laquelle nous n'avons pas encore beaucoup de recul et qui, comme je vous le disais, est très dépendante de la cicatrisation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette technique. Et je voudrais remercier le docteur Kévini Agossa pour son concours et pour la poursuite de nos travaux. Merci. Voilà. C'est bon. Ok. Ouais, un petit scène. Attends, je ferme mon... Voilà. Oui, bien, merci beaucoup Michel pour cette présentation. Bah, écoutez, je vous remercie de votre patience et de votre présence. Je remercie surtout Mathieu et Guillaume qui ont bien tenu l'horaire. Moi non. Moi pas du tout. Donc, on a Michel qui est en face de moi. Non, si, toi, t'es parfait. Du coup, je remercie vraiment tous les quatre d'avoir participé à cette présentation. Je remercie aussi Mehdi de nous avoir accompagnés tout le long. Donc, c'est plutôt maintenant le moment un peu des questions. Donc, n'hésitez pas à en poser ou soit, je pense qu'on a répondu en temps réel là, sur QR. Voilà, bon, je remercie également la SFPO de nous avoir donné l'occasion un peu de garder quand même une activité intellectuelle et scientifique malgré les épisodes que nous vivons tous. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, on fera le... Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres, des nouvelles? Eh bien non. Donc je pense que ça a été très clair. Ou pas du tout. Bon, je remercie vraiment tout le monde et donc on va mettre fin à ce webinaire. Je vous redonne donc rendez-vous le 5 juin au congrès de la CFPO nationale avec Martina Stefanini. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et merci encore à Mathieu, à Guillaume Campard, à Mathieu Rabert, donc du coup Michel, d'avoir accepté de participer et à Mehdi de nous avoir accompagnés. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour peut-être un nouvel épisode d'Aparo Zoom. Voilà. Ciao. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Damien. Bonsoir. Ça va. Vas-y, tu peux.